Salut Alex, ça va? Salut Ben, ouais ça va. Euh, Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Là, tu m'appelles depuis la bibliothèque de Madison, c'est ça? c'est ça, ouais, je suis rentré à Madison depuis, ça fait 2 semaines. Et là, avec le décalage horaire, il fait 10 heures du matin. Donc, on a attendu l'ouverture de la bibliothèque pour commencer l'enregistrement. Euh, mais je suis bien installé. Et je suis en fait très content d'être rentré. Ça a été une expérience super à Genève, mais ça m'a un peu manqué. Je trouve mes amis ici à la bibliothèque tous les jours pour travailler sur ma thèse. Et, euh, Et et tu là, je travailles trouve toujours que c'est chouette. tu travailles toujours pour la bibliothèque? Oui, j'ai un boulot aussi à la bibliothèque. Je travaille dans le service de préservation dans le sous-sol. Donc, je fais ça le matin et puis l'après-midi, je travaille sur ma thèse, sur ma recherche. Et là, on est plusieurs de la fac des lettres à se retrouver dans la salle pour les étudiants gradués. Moi, c'est les vacances scolaires là, donc du coup, comme j'enseigne en lycée, bah là, je suis un peu en pseudo-vacances. J'ai encore pas mal de réunions à faire. Va falloir surveiller le bac mercredi et jeudi, je crois, le bac de philo en terminale et le bac de français en première. Euh, Après ça, j'ai peut-être l'épreuve du grand oral, j'ai déjà dû t'en parler. C'est une épreuve un peu. C'est un peu chiant parce que si on est correcteur pour le grand oral, on a une semaine, voire 7 jours d'épreuve. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai pas reçu d'ordre de mission, donc ça veut dire que je travaillerai pas pendant une semaine, mais D'accord. je sais pas. On verra. En général, l'année dernière, on m'a appelé à la dernière seconde, donc voilà. Donc voilà, je Non, reste je chez moi comprends et que. j'attends et je me terre, je me cache pour pas qu'on m'appelle. Bah, j'espère qu'ils vont te laisser tranquille, au moins une semaine de Ouais, plus. ouais, ouais. Là, ça fait 2 ans que je le fais, enfin depuis le début. Et là, je me dis, il est temps que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. J'espère que les nouveaux venus, les nouveaux profs, ils vont se retrouver dans la mailing list du rectorat. Mais c'est pour ça que tu te l'es tapé l'année dernière parce que tu étais le nouveau. Non, non, je crois pas. Non, je pense que c'est du pur hasard. Hmm, Et, et puis voilà. Ouais. Franchement, je sais pas trop comment ils choisissent les gens. Parce que les gens qui travaillent là-dedans s'appellent le SIEC. Et c'est un organisme qui, comme tous les, comment ça s'appelle, les administrations françaises, il y a personne. En fait, ils n'ont pas peu d'employés. Donc du coup, c'est le méga bordel quand ils organisent des trucs, parce qu'en fait, ils sont pas assez nombreux. Et les seuls moments où il y a beaucoup, beaucoup de travail à gérer, c'est quand ils envoient les professeurs d'un endroit à l'autre pour aller euh, faire des missions d'examinateurs. Et du coup, c'est toujours compliqué. C'est pour ça qu'on reçoit les ordres de mission tard. Quand on a un problème, c'est hyper dur de les avoir. Et eux, ils sont toujours stressés au téléphone. Enfin, ah, c'est l'administration française, quoi. Toujours, toujours compliqué. bon. Voilà. Bah, et là, on a eu un problème aussi d'administration Ouais. du podcast de notre côté Ouais, ouais. parce qu'en fait, aujourd'hui, on avait prévu de discuter d'un roman et d'une nouvelle de Melville, de Ouais. Herman Melville. Et au départ, Ben avait proposé qu'on discute de Billy Budd. Ben m'a envoyé un message que j'ai pas vu, que j'ai raté. Et on a lu deux nouvelles différentes. Donc, euh, c'est Non, mais lequel c'est que pas. toi, tu as lu, Ben? Ouais, ouais, ouais. Mais à la base, c'est ma faute, parce que je t'avais dit Billy Budd en pensant, et moi, je pensais Benito Cereno. D'accord. Et c'est plus tard, en lisant le début de Billy Budd, où je me suis dit, mais en fait, c'est pas celle-là, c'est Benito Cereno. Mm. Mais donc voilà, du coup, c'est moi qui ai voulu, en fait, c'est moi qui ai voulu parler de Melville. Pourquoi Melville? Parce que, bah, en fait, en France, Melville est quand même assez connu, hein. Il a été connu euh, dès le début. Enfin,
C'est un écrivain donc, du 19e. Je ne sais plus exactement quand il est mort, mais il est mort dans l'oubli total. Un peu en dents de scie, mais une espèce de dents de scie descendante, quoi. Petit à petit, il a commencé très fort avec Taipei. C'est un roman d'aventure qui se passe dans les mers, dans l'océan Pacifique, dans les îles du Pacifique. Et il a été redécouvert en fait début du 20e aux États-Unis. Et il a été découvert en France notamment par Jean Giono, qui en a fait une traduction dans les années 30. Et à partir de là, c'est devenu, avec Walt Whitman, le grand écrivain américain dont tout le monde parle en France, voilà, avec pas John Fitzgerald, mais comment il s'appelle, Fitzgerald et Ernest Hemingway. Et souvent, donc, le seul livre dont on parle beaucoup, c'est Moby Dick. Mais moi, pour être honnête, tout ce que j'ai lu de lui, c'est vraiment. Enfin, il a un style Confidence particulier. Man. Ouais, j'ai lu le Confidence Man, que j'ai dû étudier pour la grecque. J'ai lu Bartleby aussi. Beaucoup de gens connaissent Bartleby. Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est une des seules histoires qui se passe pas en mer, mais à terre, justement. C'est une histoire sur le monde du travail et sur le travail au bureau au 19e siècle. Donc, c'est à la fois très moderne et en même temps intéressant par rapport au reste de ces histoires. Et donc, voilà, je me suis dit, avoir des petits romans, c'est hyper dense parce qu'il y a plein de thèmes, beaucoup d'aventures, beaucoup de. Bah, on en parlera, on verra ce que toi, tu as aimé sur Billy Budd. Mais Et plus puis, précis. bah, Ouais, juste sur ce point-là, je trouve que c'est aussi très difficile à lire. Et pas juste parce que c'est dense, mais il a un vocabulaire vraiment énorme. Et mm, puis, pour moi, en tant que lecteur anglophone qui a l'habitude plutôt de lire des romans contemporains, il a il a une manière d'écrire que je trouve assez, je dis ça pas dans un sens négatif, mais qui me paraît assez archaïque. Et avec en anglais et je ne sais pas si toi tu penses la même chose, mais souvent quand je lis des romans ou des nouvelles anglais ou anglophones du 19e siècle, je trouve qu'il y a quelque chose qui le rapproche à la langue française. Il y a beaucoup de vocabulaire qu'on ouais. n'utilise plus, qui nous paraît assez archaïque aujourd'hui, mais qui est tiré directement du français. Et puis aussi une manière d'écrire avec beaucoup de C'est des incises. coordinating Ouais, conjunctions, je dirais en anglais, qui, ouais. qui pour moi est plus caractéristique de la langue française et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est considéré comme étant un peu pompeux, je sais pas. Mais Ouais, c'est tout ça exactement pour ça, dire je suis que d'accord. tout ça pour dire que pour moi aussi ça a été même pour l'anglais ma première langue, j'ai trouvé ça très difficile à entrer dans le texte, au moins dans les premiers chapitres, je m'y suis habitué, mais Ah oui, c'est il faut sûr du que temps. là, si tu rates une ligne, il faut recommencer depuis le début. Et en plus, je ne sais pas si c'est pareil dans Benito Sereno. Benito Sereno. Billy Budd, c'est un récit qui est très suggestif, qui dit les choses à demi-mot. Ouais, pareil, pareil. C'est pour ça aussi, c'est pas juste la complexité de la phrase, mais souvent tu rates un Ouais, détail qui change vraiment l'histoire ou qui est vraiment important juste parce que il a une manière de parler. Je pense que ça fait partie aussi de sa stratégie narrative, mais de ne pas dire des choses en two lettres. ouais, non, mais exactement. Et c'est ça que, moi, c'est vraiment ça que j'aime chez lui, c'est ces phrases très alambiquées. Tu vois, on parlait des récits de l'époque baroque ou des récits comiques. Tu vois, moi, je pense un peu à Henry Fielding, où bon, les phrases sont un petit peu plus simples, tu vois, mais il y a ce côté archaïque chez Melville qui, je pense, déjà à l'époque, au 19e siècle, semblait un peu artificiel, probablement un peu trop forcé. Et,
et je sais pas, mais quelque part, moi, ce style très cyclique, tu sais, la phrase, elle part, elle revient, on dirait une espèce de vague, tu vois. Et je trouve que chez lui, comme beaucoup de ses histoires se passent sur l'eau, c'est des histoires où les gens sont seuls, enfin, ils sont en relation les uns avec les autres, mais on est toujours dans la tête d'un personnage, les informations sont très contextuelles. Une fois que tu as lu le livre et que tu es au courant de ce qui se passe, du coup, ça devient plus clair à la relecture, en fait. C'est des histoires qui gagnent à être lues. C'est pour ça que je pense qu'on peut spoiler, tu vois. Donc, bon, là, rapidement, je vais faire le résumé de Benito Cereno. Et après, toi, tu pourras faire celui de Billy Budd. Comme ça, au moins, on pourra commencer à creuser un peu les deux histoires. Et du coup, ben, Benito Cereno, donc c'est le nom d'un capitaine de vaisseau négrier, d'accord, qui transporte des esclaves. Et donc, en fait, l'histoire se passe en 1799, donc au tournant du siècle. Ça, c'est une période où il y avait beaucoup de révoltes d'esclaves. Et donc, le récit, c'est un récit vu du point de vue du capitaine Amasa Delano. C'est un Américain du Massachusetts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un navigateur très connu du 18e, 19e siècle américain. Il faut penser que le mec, c'est un héros. Et donc, en gros, il raconte un épisode qui lui est arrivé. Bon, c'est pas dû à la première personne, c'est à la troisième personne. Donc ça aussi, c'est important parce que ça crée un petit décalage. Et donc, en fait, ce Benito Cereno, il y a une révolte d'esclaves à bord du bateau. Et quand Delano il aperçoit le bateau, il est lui-même dans son propre bateau. Il décide de prendre une chaloupe, de descendre et d'aller voir ce qui se passe parce que le bateau il agit un peu bizarrement. Et donc en gros là, on est dans une d'entrée, mais franchement, ce qu'on ne sait pas dans l'histoire en fait, la cheville narrative, c'est que bien sûr, comme il y a une révolte d'esclaves et qu'il y a un capitaine d'un autre navire qui arrive, bah, les esclaves à bord qui sont rebellés, leur chef qui s'appelle Babo, décide de faire semblant de ne pas s'être rebellés. Et donc, du coup, ils tiennent en otage, en fait, c'est des esclaves noirs qui tiennent en otage un équipage blanc d'Espagnols. Et, euh, et donc, du coup, quand Delano il arrive à bord du bateau, il y a plein d'éléments qui indiquent que quelque chose est bizarre, mais lui ne comprend pas. Et ce qui est énorme, enfin, ce qui est génial, mais l'ironie, tu la sens pas, parce qu'en fait, au début, tu vois, je me disais, mais je vois, il n'y a pas trop que c'était Delano, mais en fait, Delano, comme c'est le symbole du héros américain, du mec hyper fort, tu vois, enfin, vraiment, c'est le cliché comme on peut en avoir aujourd'hui, tu vois, dans les personnages joués par Stallone ou un truc comme ça. Là, on a un mec qui est censé être un héros, et pendant bien 40 ou 50 pages, il ne voit rien, il ne comprend rien, et il émet même des fausses hypothèses. Et donc, du coup, là, on voit quand même tout un éclairage de, enfin, on voit comment l'ironie de Melville, elle fonctionne, où, tu vois, c'est deux blancs qui se parlent à propos de noirs et d'esclaves, et donc avec tout le vocabulaire de l'époque, tous les préjugés de l'époque. Et, et donc, l'ironie, elle tient du fait qu'on assiste à ce type qui croit que le monde qui se passe sur le bateau, c'est le monde normal, entre guillemets, que lui connaît, alors qu'en fait, il y a une révolte qui est en train de se passer. Et lui, il ne la voit pas parce que son regard est complètement biaisé par les stéréotypes racistes et esclavagistes qu'il a. Enfin, bref, je te laisse, je te laisse parler de Billy Budd. Ouais, non, mais c'est assez intéressant parce que je vois un peu les mêmes enjeux narratifs dans Billy Budd où il est beaucoup question de l'incompréhension des personnages par rapport à leur situation et aussi par rapport à leur vraie motivation les uns des autres. Donc, Mhm. c'est Billy Budd est un matelot qui est enrôlé involontairement par le marine britannique
juste après les guerres napoléoniennes. Et donc, au départ, c'est un matelot qui travaille sur un vaisseau de marchand et il arrive dans la marine. Et c'est quelqu'un qui est déjà décrit comme étant très beau et qui est très charismatique, mais qui est aussi ignorant. Donc, il est prêt. On ne sait vraiment rien d'où il vient, mais tout le monde a une impression qu'il a du sang noble. Et donc, il y a un décalage entre son apparence extérieure et de ses origines, qui reste assez obscur. Et un peu le nœud de l'histoire, c'est qu'il y a le capitaine des armes, le capitaine d'armes, à bord le vaisseau dans la marine où il est engagé, qui a quelque chose contre lui. Il y a beaucoup d'analyses de ce roman qui voit chez le capitaine Claggart, il s'appelle, une sorte d'attirance peut-être homosexuelle pour Billy Budd. Mais il décide finalement, peut-être ses intentions ne sont pas claires, mais il accuse Billy Budd d'avoir engagé les autres matelots à bord du vaisseau de lancer une mutinerie et de prendre possession du vaisseau. Donc, il accuse Billy Budd, et Billy Budd, c'est un héros, mais qui a aussi un défaut, c'est qu'il bégaye. Et quand il est accusé par le capitaine Claggart, il ne sait pas répondre ou il n'y arrive pas. Et donc, il lui donne un coup de poing dans la tête et Claggart meurt. Et le dirigeant du vaisseau, donc le vrai capitaine, est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour Billy Budd et trouve que c'est vraiment quelqu'un héroïque, presque comme un héros grec dans la littérature. Dans la littérature grecque, un héros comme Hercule, il est souvent comparé à des figures mythologiques. Et donc, il a un grand respect pour lui, mais le contexte politique fait qu'il doit appliquer rigoureusement la loi de la marine et donc Billy Budd, il finit pendu. Et le contexte, c'est que pendant les guerres napoléoniennes, il y a eu une mutinerie presque intégrale dans un grand nombre de vaisseaux britanniques et maintenant la marine a très peur que ça se reproduise et donc ils sont ils doivent tout faire pour empêcher que ça se reproduise et donc il est très important d'appliquer rigoureusement les lois et de l'exécuter même si pour le capitaine, l'accusation a été fausse, a été inventée par le capitaine Claggart pour on ne sait pas exactement quelle raison. Et le capitaine Veer, qui est obligé d'appliquer les lois et le fait pendre, il est extrêmement contrarié par cette décision qu'il doit prendre. Et dans le dernier chapitre, on sait qu'il meurt après une bataille marine et les derniers mots du capitaine sont Billy Budd, Billy Budd. Donc on sait qu'il reste jusqu'à la fin de ses jours hanté ou quelque chose par cette décision qu'il a dû prendre. Ben, c'est marrant, je voulais rebondir juste sur le mot hanté. Est-ce que t'as, est-ce que ça, est-ce que t'as vu des choses qui sont liées au thème tu sais, du gothique ou quelque chose comme ça? C'est assez marrant que tu poses cette question parce que Melville, une des particularités stylistiques de ce nouvel, c'est que le narrateur est très présent et il y a une dimension métatextuelle où le narrateur parle constamment des choix narratifs qu'il fait, comme pour se justifier. Il y a un moment où il parle de Anne Radcliffe, qui Ok. est l'auteur de romans gothiques contemporains de Melville. Un petit peu avant, je crois, non? Ouais, un petit peu avancé la fin du 18e, je crois. Ouais.
justement pour créer une distinction entre ce que lui, il a voulu faire et ce que Radcliffe a voulu faire, où lui, il veut que les intentions de ses personnages restent obscures, alors que dans le récit gothique, il y a toujours à la fin une sorte de révélation qui permet de tout comprendre. Et donc, il y a quelque chose qui hante les personnages, et puis, à la fin, tout est révélé, tout est tiré au clair. Mais là, son esthétique, oui, pour Melville, je ne sais pas pour le narrateur, mais pour Melville, ça fait partie de son esthétique de laisser une sorte d'ambiguïté planer sur les motivations des personnages. Et voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu Ouais, à non, ta non, question, mais mais si, ouais, si. Tu me diras si c'est pareil dans Billy Budd, mais bon, j'imagine que la réponse va être oui. Mais moi, je pense, enfin, la question que je voulais aborder chez Melville, justement, c'est à quel point la vision et les images sont importantes, tu vois. Et dans un premier point, il y a, je pense, tu vois, il crée des images qui sont hyper puissantes. Et en plus, toi, comme t'as été étudiant de film, tu vois, de cinéma, du coup, je sais pas si t'étais déjà dit en lisant l'histoire, putain, mais ça ferait une super scène enfin, on dirait une scène de film, en fait. On dirait qu'il se passe, que tu as une caméra et le cadre est très bien défini. Tu vois ce qui se passe. D'une, il y a ça, et de deux, l'image en elle-même, elle est un petit peu stéréotypée. Tu vois, par exemple, moi, donc là, dans Benito Sereno, tu as je vais te lire ça. Dans Benito Sereno, donc c'est la fin, juste avant enfin, pas la fin, mais c'est juste avant la révélation où tu as l'esclave, tu as Benito Sereno qui serre la main à Delano dans un moment fatidique où Delano s'en va du bateau et l'autre, il reste avec les esclaves et en gros, il est toujours prisonnier, tu vois. Et là, donc, je vais citer, c'est un moment un peu pathétique. Ça commence comme ça. Soon, they were standing by the side, looking over into the boat, whose crew turned up their curious eyes, waiting for a moment for the Spaniard to relinquish his hold. The now embarrassed Captain Delano lifted his foot to overstep the threshold of the open gangway, but still Don Benito would not let go his hand, and yet, with an agitated tone, he said, I can go no further. Here I must bid you adieu. Adieu, my dear, dear Don Amasa. Go, go. Suddenly tearing his hand loose, go and God guard you better than me, my best friend. Et, et donc là, tu vois, tu as vraiment l'image des mains qui sont ensemble, vraiment qui se tiennent fort. Tu as un peu l'émotion pathétique transmise avec les points d'exclamation, les répétitions, le vocabulaire un peu, comme tu disais, archaïque, adieu, tu vois, à la française, alors qu'à la base, Benito, c'est un espagnol, tu vois, donc c'est hyper stylisé. Ça sonne presque un peu comme un roman sentimental, tu vois, une scène un peu de roman, pas sentimental, mais de roman cheap, tu vois, des scènes qui sont très, bah, que tout le monde connaît en fait, tu vois. Et ensuite, tu as le mouvement euh, très, enfin, l'arrachage, les deux mains qui se séparent. Là, il utilise suddenly tearing his hand loose. Donc voilà, tu vois, là, on sent qu'il y a même un petit peu d'exagération dans le fait ouais, que il, il enlève sa main, tu vois. Et, euh, et ça, c'est hyper fort, tu vois. ouais, très imagé. Ouais, Ouais, très imagé. Donc, imagé. du coup, tu as à la fois la prose des fois melvillienne, comme on disait, un peu difficile, où il faut rentrer dedans, faut bien suivre. Et quand tu es dedans, quand tu as ces scènes qui arrivent, et tout d'un coup, c'est assez prenant, quoi. Je trouve ça intéressant, comme c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup chez lui. Ouais. Et peut-être que tu sais, puisque tu as un peu étudié Melville, Ouais, mais je me euh, souviens plus trop de ce qu'on a dit. non mais c'est pas grave, mais je me demande s'il y a dans le style qu'il adopte,
que nous, depuis le début de l'épisode, appelle archaïque, s'il y a chez lui une ambition de illustrer ou de élever la littérature américaine, ou de prouver que la littérature américaine avait de la valeur face à l'héritage européen, ou de créer une distinction, parce que je pense qu'à cette époque-là, il y a... Quelle est la date de publication de... Je pense que Billy Budd, c'est 1837. Je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de littérature américaine à proprement parler, ou rien qui tenait debout face à l'héritage européen. Et je me demande s'il y a quelque chose dans son style un peu alambiqué, très dense, qui essaie de faire face, ou de créer quelque chose dans la tradition américaine qui... Bah alors, je pense pas qu'il ait fait partie de. Je pense que le rapport qu'il avait à l'Europe était beaucoup plus, comment dire, empathique ou sympathique D'accord. que vraiment se croire dans une compétition, tu vois. Nationaliste. Walt Whitman, il était plus dans le on va créer l'âme américaine, tu vois, ce genre de choses. Mm. Benito Cereno, c'est 1855. Et c'est un peu à la même époque, en fait. Il est créé à la même époque que Edgar Poe aussi, où, oui, ils regardent l'Europe avec un peu de défiance, mais en fait, Melville, lui, il aimait beaucoup Milton, Paradise Lost, Mm. et il aimait aussi beaucoup Shakespeare et la Bible. Et donc, tu vois, il y a le thème de la théâtralité, des masques, des rôles à jouer. Ça se retrouve beaucoup chez Melville. Et du coup, c'est ça aussi, je pense, qui donne un peu cette complexité à sa prose, c'est qu'il a été beaucoup influencé par la poésie, par le 16e, 17e siècle anglais. Et, euh, et lui, comme c'était quelqu'un, et il y a aussi, je pense, il y a une petite compensation, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille patricienne américaine. Donc, vraiment, je crois que ses ancêtres, c'est un peu le cliché de toutes ces familles-là, ses ancêtres étaient sur le Mayflower ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, son père a connu la déchéance sociale. Il a dilapidé toute sa fortune. Et du coup, Melville, qui était un excellent élève au lycée, s'est retrouvé sans ressources pour aller à l'université. Et donc, à partir de là, c'est là où il s'est retrouvé à travailler sur des bateaux. Et il a travaillé sur des bateaux pendant 5 ans, je crois. Et ensuite, il s'est marié avec une fille de grande famille new-yorkaise ou de Nouvelle-Angleterre, je ne sais plus exactement. Mais du coup, donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. C'est que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, en fait, la littérature européenne. Bon, enfin, il n'y avait pas vraiment de littérature américaine, donc l'inverse, pas possible. Mais aussi, il y avait un espèce de décalage social où c'est quelqu'un d'une bonne famille qui s'est retrouvé à vivre avec des matelots, à vivre avec plein de gens différents, avec des indigènes, des îles Pacifiques. Il a rencontré beaucoup de prolétaires. Donc, en fait, la prose et la langue qu'il a, j'ai l'impression, c'est un peu, il y Empreinte de a, ses influences. ouais, ça emprunte beaucoup d'influence. Et son ambition, c'est pas tellement d'être un grand écrivain américain ou de créer la littérature américaine, mais je pense que c'est plutôt d'arriver à côtoyer sur un pied d'égalité, sur une espèce de créer une camaraderie avec Milton, Shakespeare, la Bible. Et en même temps, dans sa prose aussi, il fait vivre les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, là, je pense à Moby Dick. Moby Dick, qui a le meilleur ami du protagoniste, il s'appelle Queequeg. C'est un indigène d'une île, je ne sais plus où, dans le Pacifique, mais qui s'est retrouvé à vivre aux États-Unis. Et donc, ensemble, c'est un cannibale, et ensemble, ils deviennent amis. Et donc, tu as Queequeg qui parle dans un dialecte un peu bizarre, et tu as des mots, tu as des rites, tu as plein de choses comme ça qui se mettent en place, où tu as beaucoup d'étranges, et de mots étrangers aussi, qui viennent dans sa prose.
je, je t'ai posé cette question parce que pour moi, et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu sens dans Benito, mais pour moi, il y a une sorte pas un déséquilibre, mais une incongruité, je pense, Ouais, entre le sujet et le style. Billy Budd, c'est quelqu'un on a un soupçon qu'il a du sang noble, on ne sait pas exactement, parce qu'en fait, c'est un orphelin. Mais finalement, c'est une personne qui est illettrée, qui vient du bas peuple, ou qui a été élevé par des travailleurs, par des paysans. Et donc, de faire le héros de cette histoire et puis d'en parler dans des termes très élevés, il y a une sorte d'incongruité. Et c'est quelque chose qui est annoncé par le narrateur presque dès le début du roman, où il va dire, et c'est pas sur la question du style qu'il dit ça, mais c'est dans sa première description de Billy Budd où il va dire que oui, c'est un matelot qui est extrêmement beau. Il a un défaut et c'est son bégaiement. Je vais juste lire 2 lignes du texte. vas-y, vas-y. The avowal of such an imperfection in the handsome sailor should be evidence not alone that he is not presented as a conventional hero, but also that the story in which he is the main figure is no romance. Et donc, je pense qu'il dit ça parce que Billy Budd n'est pas un héros idéal, mais parce que des personnes de son rang et aussi le récit maritime comme ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui fait partie des conventions du roman, du Mhm. romance, d'une forme un peu archaïque du roman, de la narration. Et lui, je pense qu'il essaie de faire une tragédie, donc une histoire euh, euh, qui a une structure qui est calquée sur la tragédie théâtrale, mais qui est en prose et qui a un sujet qui est bas. Donc, parce que Ouais, d'habitude, classiquement, les tragédies, ça parle des rois et des empereurs, mais là, c'est un simple matelot à bord d'un vaisseau de la marine britannique. Et donc, il y a déjà, sur le plan du style, juste une incongruité dont le narrateur est conscient entre le sujet et le style qu'il essaie d'adopter. Um, et donc, je ne sais pas si dans Benito, si ouais. tu sens qu'il y a pas Bah juste cette si, incongruité, mais l'influence de la tragédie. Est-ce que c'est pour toi un récit qui s'approche de la tragédie ou s'il y a une référence générique? bah là, pareil, en fait, quand tu parlais de ça, ça m'a fait penser à un extrait qui résume parfaitement le court roman, tu vois. Donc, c'est un extrait. Donc, alors, comme j'ai dit, tu dis, il y a une incongruité. En fait, tout le récit de Benito Sereno, enfin, disons les 3/4, tu vois, ça repose sur Amasa Delano, donc le grand héros américain, le grand navigateur américain, qui se retrouve dans une situation étrange, parce qu'en fait, tu vois un bateau qui débarque, un peu, ils avaient l'air en galère, mais donc du coup, il va les aider. Il y a plein d'incongruités, tu vois. Donc, par exemple, les esclaves, ils sont laissés libres sur le pont. À un moment, il y a un blanc qui se fait taper dessus par un noir, tu vois. Et le capitaine ne dit rien devant Delano. Et donc, il y a plein, en fait, il est comme ça, il voit plein d'incongruités. Mais son regard, il est tellement coincé sur le fait que les Noirs sont inférieurs il ne comprend pas ce qui se passe. Et pour lui, le problème, c'est pas les esclaves noirs. Le problème, c'est le capitaine qui est peut-être, potentiellement, il fait semblant d'être en galère. Et donc c'est dans ce extrait que je vais lire où on voit l'incongruité et on voit l'ironie, tu vois. Donc, ça commence comme ça. Under the circumstances, would a gentleman, nay, any honest boor, act the part now acted by his host? The man was an impostor, some low-born adventurer masquerading as an oceanic grandee, yet so ignorant of the first requisites of mere gentlemanhood
as to be betrayed into the present remarkable indecorum. That strange ceremoniousness, too, at other times evinced, seemed not uncharacteristic of one playing a part above his real level. Benito Sereno, Don Benito Sereno, a sounding name. Et donc là, tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, il a affaire à Benito Sereno, mais dans le cadre, et pas dans le texte, ça se voit pas vraiment là, mais en fait, il y a, à chaque fois qu'il y a Benito Sereno, l'esclave Babo, qui est le chef de la rébellion, il est toujours présent. Et donc là, on voit, donc en gros, on imagine Delano observant Benito Sereno et se disant, This is strange. It's not uncharacteristic of one playing a part above his real level. Et en fait, cette phrase, elle s'applique bien sûr à l'esclave qui fait semblant d'être en position soumise alors que c'est lui qui a le pouvoir sur le capitaine blanc, Benito Sereno. Et du coup, là, le jeu sur les incongruités, ça sert vraiment pour remettre en cause et montrer à quel point le grand héros américain est complètement aveugle à la situation par le simple fait que comme il est incapable de concevoir l'égalité ou la supériorité des Noirs, du coup, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et donc là, du coup, bah, là, c'est plutôt l'aspect comique, tu vois. Mais à la fin du roman, d'ailleurs, tu pourras revenir là-dessus, tu pourras peut-être me dire dans Billy Budd, mais la structure là, de l'histoire, d'un point de vue métatextuel, elle est intéressante parce qu'on a une vraie histoire, une espèce de romance, avec un style très fleuri et tout ça, pendant 50 pages. Et après, pendant 25 pages, on a des rapports de témoignages, des espèces de minutes qui proviennent d'un tribunal, en fait. Et en fait, la tragédie, c'est que le capitaine Benito Sereno, à la fin, il est sauvé, mais il ne peut jamais regarder Babo en face parce qu'elle a été humiliée, en fait. Et du coup, il est incapable au tribunal, il est incapable de le reconnaître et de dire que c'est lui le fautif. C'est les autres membres de l'équipage qui le font. Et Babo est condamné à mort. On coupe sa tête, on brûle son corps et sa tête, on la met sur un pic. Et en fait, la tête, elle regarde la tombe, elle regarde l'église où il y a la tombe dans laquelle Benito Sereno va être enterré et va mourir. Et donc, en fait, là, c'est encore une fois, tu vois, tu as le thème ben, tu La vois, vue. ouais, de la vue, de la vision, de l'horreur aussi, tu vois. Tu as une tête découpée qui regarde un corps enterré, un cadavre. Et, et du coup, bah voilà, tu vois, je te rejoins là-dessus. Il y a cet aspect tragique où il y a plein d'éléments incongrus, de mélange, tu vois. Tu as Benito Sereno qui est considéré comme quelqu'un qui serait semblant d'être qui ferait semblant d'être un noble, en fait. Mm. Alors qu'en fait, ça n'en est pas un. Et puis de toute façon, Delano non plus, il n'est pas noble. Et donc, du coup, tu sais, on vit dans ce monde un peu où les gens ne sont pas ce qu'ils sont, comment savoir est-ce qu'ils sont vraiment. Donc, on se juge, enfin, on se juge que sur des preuves circonstancielles. L'accent, les façons de recevoir les uns les autres, les façons de se comporter. Et du coup, tout ça, ça brouille en fait le message et personne vraiment, enfin, il y a toujours toujours de la suspicion et de la relativité dans l'apparence des gens. Et je me demande si cette ambiguïté, c'est quelque chose qui est plus caractéristique de la prose ou du roman en particulier. Je pense qu'on peut dire que Billy Budd et Benito, ce sont des romans, des petits romans. Mm. Mais je pense que dans la tragédie et dans la comédie, il y a quelque chose dans les œuvres qui respectent rigoureusement les règles de la comédie ou de la tragédie, une sorte de manque d'ambiguïté. Parce que dans la Ouais. tragédie, c'est la fatalité. Il y a des personnages qui sont dessinés très clairement dès le début et on sait qu'au cours de ce récit, ils vont se confronter. Il va y avoir
résultat inévitable qui va se produire à la fin. Et c'est pareil pour la comédie. Ce sont des personnages qui sont très clairement dessinés, qui vont se confronter et il va y avoir une fin heureuse. Mais ça fait partie peut-être du genre du roman, mais aussi du fait que l'auteur, il a plus de temps pour élaborer son histoire et pour creuser un peu les ambiguïtés dans les personnages. Mais je pense que tu as raison de dire que peut-être la tragicomédie, c'est même le genre qui se rapproche le plus au romanesque, finalement. Parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir un roman qui est qui est tragique au même point que puisse être tragique une tragédie théâtrale. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on doit être, que la tragédie, il faut que tu sois clair, en fait. Il n'y a pas autant de place pour cette ambiguïté. Et ce que tu as dit tout à l'heure, vers le début de notre discussion, où tu as fait ton résumé du roman, mais là aussi sur ce thème de la vision et des images, c'est une question qui est très prégnante. Je pense que dans Billy Budd en particulier, quand je pense à ce rapport entre les tragédies et le romanesque, parce que le premier tiers du récit est composé principalement des portraits de chaque personnage, où les traits sont très finement dessinés. Et donc, on a l'impression de bien connaître ces personnages ou que la physionomie de ces personnages a quelque chose en rapport avec leur être profond. Ouais. Mais au cours de chaque portrait, le narrateur, il va dire quelque chose qui suggère subtilement que les apparences ne permettent pas de tout savoir sur ces personnages. Et donc, dans ces portraits, il y a aussi un élément de doute ou de distance que le lecteur doit prendre vis-à-vis de ces portraits, de ce qu'ils transmettent par rapport à chaque personnage. Et il y a une citation que je veux trouver. Du coup, enfin, j'interviens rapidement. Bah ouais, non, mais en fait, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, le 19e siècle est la période où Melville écrit, c'est aussi la grande période de la phrénologie et de la physiognomie. Donc, scientifiquement, tu sais, dans le discours scientifique, c'était un peu là où on assimilait en fait l'intelligence des gens par rapport à la taille de leur crâne, leurs critères, disons leur psychologie avec leur physique. Et moi, je pense, enfin bon, je sais pas, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que dans cette capacité à Melville à remettre ça en cause, c'est peut-être aussi c'est peut-être là qu'on peut voir l'influence de Shakespeare ou du théâtre en général même, parce que le théâtre, c'est le lieu où on joue un rôle, et donc il faut avoir l'air il faut avoir l'air de la personne que l'on est, mais en même temps, on est conscient qu'on porte un masque et qu'on joue un rôle qui n'a rien à voir avec le sien, avec son être propre. Et du coup, tu vois, c'est là où qui est hyper intéressant, c'est qu'il arrive à cet aspect de la réalité qu'il arrive à retranscrire d'une belle manière, je trouve. Comme tu dis, c'est toujours par petites touches. On sent qu'il est dans le détail, et à force de lire, à force de lire, à force de euh, vraiment avoir l'image en tête, tout d'un coup, on se dit, mais attends, là, je suis en train de croire à quelque chose, est-ce que c'est vraiment ça? Et puis là, là tout d'un coup, on voit les détails, on se dit, ah mais non, là, c'est clairement, il y a clairement le narrateur qui est en train de remettre en cause la description qu'il vient de faire. C'est ça, oui. Ouais, ça, c'est cool. Et T'as là, trouvé ta citation? je vais juste lire, c'est la phrase qui arrive à la fin du portrait du capitaine Claggart. About as much was really known about the Indomitable's master-at-arms career before entering the service as an astronomer knows about a comet's travels prior to its first observable appearance in the sky. Donc, on a ce portrait
mais il y a aussi quelque chose d'obscur dans son passé, que même cette description de sa physionomie et de tout ce qui paraît être depuis l'extérieur ne peut pas sonder, ne peut pas expliquer. Et il y a aussi dans le portrait de Billy Budd, on sait que il est très beau, il est charismatique, il est très aimé par tous les matelots, il est très agréable dans le sens où il se plie facilement à tous les ordres de l'hierarchie supérieure. Donc, c'est un bon matelot. Mais on sait aussi que malgré son apparence noble, Billy Budd lui-même, il dit que je sais très peu sur mes origines. Tout ce que je sais, j'ai été trouvé dans un panier, dans un tissu de soie, dans un tissu en soie enrobé. Donc, on peut imaginer que c'est peut-être vrai qu'il a du sang noble, que c'est peut-être un bâtard, un enfant illégitime qui a été abandonné. Mais en vrai, on ne sait rien et ses origines ne sont jamais éclaircies. Et c'est aussi séparé pour le Captain Veer, qui est celui qui doit prendre la décision de mettre Billy Budd à mort à la fin de l'histoire, une obscurité dans son passé. Et donc, il y a quelque chose qui... C'est assez ironique parce que, comme tu dis, c'est très visuel, mais Melville, il remet en question constamment la validité de ces portraits par rapport à leur être intime, individuel, ou de voir qui ils sont vraiment et d'interpréter leurs actions, les actions les plus déterminantes dans le récit, en fait, parce qu'on ne comprend jamais pourquoi Claggart, il accuse faussement Billy Budd. Et c'est peut-être pour ça aussi, je me dis que le Melville, il est très aimé par les. Enfin, on le rapproche souvent ou on s'en sert souvent d'exemple pour dire, tu sais, le postmodernisme, bon, c'est un mouvement littéraire, enfin, littéraire de pensée, tout ça, ça regroupe plein de choses, mais aux États-Unis, c'était très fructueux au niveau de la littérature. Et ça, c'est vraiment un des, ça, c'est vraiment typique de la littérature postmoderne, c'est-à-dire recréer un peu le chaos de la réalité. Tu vois, le principe d'incertitude, ça c'est en physique, mais ça a été repris par beaucoup d'auteurs postmodernes où bah là, tu vois que tu peux sonder les affres de la psychologie humaine, mais c'est aussi accepter que en fait, une réponse sera toujours incomplète. Donc du coup, pour exprimer vraiment le caractère profond et incompréhensible de l'âme humaine, tu vois, où tu peux pas donner une explication exhaustive au pourquoi du comment d'une action, bah, du coup, laisser ce moment flou. Et du coup, bah, ça participe de la tragédie. C'est ça qui en fait aussi une tragédie humaine, c'est que parfois on ne sait pas trop pourquoi ni comment on fait quelque chose. Du coup, bon, cette question, on se la pose constamment. Et du coup, on a cette question enfin, j'imagine quand on lit le Billy Budd. Moi, je crois que je l'ai lu, hein, mais je m'en souviens plus. J'avais lu Benito Sereno aussi, que j'avais complètement mal lu. Euh, Moi, j'avais cru que c'était pas une écriture pro-esclavagiste, mais j'avais carrément pensé que c'était un peu raciste, un peu. Enfin, c'est je digresse un peu, mais c'est un peu l'impression que ça m'avait laissé. Alors qu'en fait, quand je l'ai relu, je me suis dit, mais je suis passé en fait à côté de tout. J'ai dû lire chaque mot, mais j'avais rien compris, tu vois. Et maintenant, en l'ayant relu, là, j'ai vraiment apprécié, mais à fond dans les moindres.
les moindres phrases, les moindres petites, tu vois, les petites vignettes où il y a un moment, il se met à parler d'un truc. Et puis là, la structure est quand même très, très, très précise. Comme je t'ai dit, j'ai lu Moby Dick. Moby Dick, c'était un peu plus difficile à lire parce que là, c'était vraiment éclaté, quoi. On aurait dit un tableau, j'allais dire, pas impressionniste justement, mais plutôt encore plus déconstruit, une espèce d'abstraction où Cubiste, ouais, cubiste, ouais, il y avait de tout un ouais, peu plein de partout. digressions. Ouais. Ouais. Mais, mais ouais, du coup, je sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Mais ouais, non, Benito Cereno, C'était oui, non, sur mais c'était sur le l'apparence postmodernisme, est. je crois. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, voilà. Et le fait, en fait, que dans Billy Budd, on sache pas trop les motivations de certaines personnes, bah, voilà, je trouve ça intéressant dans le sens où c'est quelque chose dans la littérature moderne ou contemporaine qui est hyper importante. Bah, c'est assez marrant parce que en lisant, j'ai eu presque les réactions opposées de me dire, ah d'accord, on va commencer par 30 pages de description fastidieuse des personnages qui va révéler leur psychologie profonde. Donc c'est quelque chose d'assez pas archaïque, mais aujourd'hui qui semble Conventionnel. très conventionnel de faire un récit psychologique très fondé sur la description et sur le visuel, parce que justement, quand je pense à la littérature postmoderne, tout est construit de manière à mettre en question cette manière de raconter une histoire qui est très fondée sur la cohérence psychologique des personnages. Mais j'ai été un peu, pas forcément rassuré, c'est pas le bon mot, mais tout cela m'a semblé plus acceptable. Il semble aussi conscient des limites de la représentation psychologique. Et c'est quelque chose qui est similaire à ce que fait les écrivains postmodernes, quoique beaucoup plus radical de leur côté. Parce que lui, Ouais, je pense qu'il est beaucoup plus proche à la tradition. Mais il est quand même en train de le déconstruire. Et puis, il y a aussi ce côté métatextuel dont j'ai parlé tout à l'heure, où le narrateur, il est très présent. C'est pas quelque chose qui est forcément caractéristique euh, uniquement de la littérature euh, postmoderne, parce qu'on trouve ça tout au long de l'histoire littéraire, des mm, narrateurs très présents qui parlent de la mécanique de la narration. Donc, c'est assez fréquent, mais c'est beaucoup plus prononcé dans la littérature postmoderne, je pense. ouais, où Euh, c'est devenu un petit peu plus conscient, mais enfin, je veux dire, la question se posait, mais c'est vrai que depuis longtemps, à chaque fois que quelqu'un raconte une histoire, il faut toujours se poser la question de comment la raconter. Du coup, oui, ouais, c'est c'est quelque ça. chose. Um, et puis, je ne sais pas si c'est une digression, mais il y avait juste une autre chose que je voulais dire. Je ne sais pas si Ben, parce que tu disais, il y a un côté, une dimension comique dans Benito. Mm, Et j'ai pensé justement je pense que Billy Budd, c'est vraiment une histoire où le côté métatextuel est là presque pour éviter que Billy Budd devienne une comédie, pour éviter de définir les personnages, de préciser trop clairement les motivations des personnages, parce que à partir de ce moment-là, ça devient satire, ça devient ouais. une sorte de dénonciation des vices des personnages. Et ça peut être soit comique, soit tragique dans un sens. Et ça, c'est aussi assez comique, parce que le tragique et le comique sont parfois très proches. Mm, mm. Et le tragique risque constamment, je pense, de devenir comique si on sent que l'ironie bascule vers le satire. Et une manière que j'ai pour conceptualiser ça un peu, c'est l'idée de définition du rire, de la comédie de Bergson. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mais Non, enfin, je vois ce dont tu veux parler, mais j'ai pas ouais, la pour lui, définition en tête. le comique, c'est de la mécanique plaquée sur le vivant. Ah oui, mais ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Donc,
Quand il parle de cette définition, il parle par exemple du fait que si on voit quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue et qui tombe tout d'un coup. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser ou juste de vivre, d'agir, de manipuler son corps, et puis qui est tout d'un coup devient sujet à la force de la gravitation, et donc qui est mécanique. Et donc, c'est cette confrontation entre le mécanique et le vivant qui selon lui, fait de cet événement un événement comique. Et pour moi, il y a aussi dans la tragédie un élément de mécanique plaqué sur du vivant, parce qu'il y a cette idée de fatalité qui fait comme une mécanique qui subjugue l'être vivant. Et je pense que dans Billy Budd, le côté tragique, le mécanique en question, c'est la justice, parce qu'il est jugé, il y a un tribunal à la fin de l'histoire où on décide s'il est judicieux d'appliquer la loi rigoureusement dans ce cas et de le mettre à mort. Et finalement, on décide de le faire. Donc, il y a quand même une confrontation entre le vivant et le mécanique, mais c'est le mécanique qui l'emporte ou qui supprime le vivant. Mais Billy Budd, je pense que ce qui fait de cette histoire une tragédie, c'est le fait que son statut de victime reste assez clair. Et il y a juste un court passage que je voulais lire rapidement Vas-y, qui, vas-y, vas-y. qui décrit la scène de son exécution, de sa mise à mort, et qui m'a rappelé cette théorie de Bergson sur la définition de la comédie comme de la mécanique plaquée sur du vivant. Donc, je vais juste lire cette phrase. Even should we assume the hypothesis that at first touch of the halyards, the action of Bud's heart, intensified by extraordinary emotion at his climax, abruptly stopped, much like a watch when it is carelessly winding up, you strain it to finish. This snapping the chain, even under that hypothesis, how account for the phenomenon that followed? You admit then that the absence of spasmodic movement was phenomenal. Donc, quand Billy Budd, il meurt, normalement, on attend à un pendu qu'il y a une sorte de spasme de ses muscles à la fin de sa vie. Mais Billy Budd, il reste parfaitement tranquille. Son corps ne bouge pas. Et dans l'histoire, c'est symbolique du fait que lui, il est quelqu'un qui est innocent, je pense, et qui est transcendant, qui n'est pas retenu par son corps. Et dans la comédie, je pense que si c'était comique, on verrait après l'exécution de Billy Budd, on sait que les pendus ont l'habitude d'éjaculer ou de chier. Ouais. Et donc, si Melville, s'il avait décidé de décrire dans tous les détails l'exécution de Billy Budd et le côté corporel et bas Ouais. de cette action, ce deviendrait, je ne sais pas si comique est le bon mot parce que c'est très macabre, mais Ça serait ça, burlesque. ouais, ce serait burlesque. Mais là, justement, Billy Budd, il y a quelque chose de transcendant dans son personnage, où son âme se détache de son corps. Et donc, il n'y a plus de mécanique plaquée sur du vivant, il y a une séparation. Et je pense que pour Melville, c'était important pour conserver le côté tragique de cette histoire, Ouais. de découpler Mais le vivant et le mécanique, et d'éviter que ça ait une dimension comique, parce que ça peut très facilement basculer vers le comique, le tragédie. c'est hyper intéressant ce que tu as dit là. Et du coup, ben, moi, ça me rappelle et ça, peut-être que ça. Du coup, ben, en fait, ça éclaire d'une certaine façon le Benito Cereno, parce que comme je t'ai dit, tu as une partie du roman, du court roman, c'est les trois quarts peut-être, les deux tiers, c'est une vraie romance. C'est vraiment une satire.
Donc là, tu as vraiment, par exemple, un petit passage satirique. Donc là, tu as Delano, le héros américain, le grand navigateur, qui parle avec Babo, l'esclave, et avec Benito. Et là, donc Benito lui dit, en gros, lui dit non, non, mais Babo m'a sauvé la vie, sans lui, je ne serais rien. Et là, tu as Delano. Donc là, on a le point d'exclamation. Et il dit Faithful fellow, cried Captain Delano. Don Benito, I envy you, such a friend. Slave, I cannot call him. As master and men stood before him, the black upholding the white, Captain Delano could not but bethink him of the beauty of that relationship, which could present such a spectacle of fidelity on the one hand and confidence on the other. Donc là, tu as un peu moi je pense là, c'est plutôt la mécanique de la représentation de l'esclave plaquée sur le vivant de la vraie situation qui se passe, tu vois. Et non seulement ça, mais en plus, tu vois, il y a l'image de l'esclave, comment dire, soumis et content de sa position, content de son sort. C'est vraiment un des plus gros clichés de la pensée esclavagiste, notamment, je pense aussi au discours médical. Tu connais la drapétomania, Drapetomania? C'est des Ça me médecins, dit en gros, rien. esclavagistes qui avaient dit que la fuite, les esclaves en fuite, c'était des esclaves qui étaient malades parce qu'en fait, la condition servile était la condition normale des esclaves. Et donc, du coup, là, ce qui est drôle, c'est qu'on a donc Delano qui est complètement. Enfin, c'est comme si sa vision des choses fonctionnait sur un discours, une mécanique d'un discours, à savoir. Tu essaies d'appliquer sur une situation Exactement, ouais. vivante. Ouais. Voilà, sur une situation vivante qui est complètement différente. Et du coup, bah, là, le décalage entre les deux, ça crée l'humour. Ouais, c'est Et presque alors comme que, un dit Don Quichotte quand cette ouais, situation, c'est quelqu'un qui est pris dans un monde de fiction, qui essaie constamment d'appliquer la réalité, mais ça colle pas. exactement, exactement. Et du coup, par contre, la dernière partie du livre, là, on est dans des rapports beaucoup plus secs, beaucoup plus objectifs. C'est les rapports du tribunal. Et la fin du livre, ça donne ça. Some months after, dragged to the. You say gibbet or gibbet? Gibbet. Okay, gibbet. Some months after, dragged to the gibbet at the tail of a mule, the black met his voiceless end. The body was burned to ashes, but for many days, the head, that hive of subtlety, fixed on a pole in the plaza, met unabashed the gaze of the whites, and across the plaza looked toward St. Bartholomew's church, in whose vault slept then, as now, the recovered bones of Aranda, and across the Rimac bridge, looked toward the monastery on Mount Agonia without, where, 3 months after being dismissed by the court, Benito Sereno, born on the bier, did, indeed, follow his leader. Et, et là, du coup, le ton est beaucoup plus sombre. L'idée est complètement cohérente. En fait, c'est qu'on a, enfin, on a le renversement on appelle ça, du maître et de l'esclave. Parce qu'il y a tout un jeu sur le follow your leader. C'est une phrase qui revient souvent dans l'histoire. Et surtout, là, on a la tête du noir qui regarde les blancs. Et en fait, cette tête, elle symbolise complètement la peur des blancs d'avoir affaire à des gens qui sont aussi intelligents qu'eux, voire plus dans ce cas-là. Et donc, du coup, on a quand même un passage qui glace le sang dans le sens où, et c'est là aussi, je pense que j'ai eu des problèmes à comprendre l'histoire au début, où je l'ai pris au premier degré, c'est que là, en fait, il installe le vrai rapport de force, à savoir que les blancs et les noirs sont égaux, et que là, il exprime la peur des blancs d'avoir affaire à des esclaves qui, en fait,
ne sont pas du tout, leurs inférieurs, mais sont leurs égaux. Et donc, leur condition est complètement inacceptable, d'autant plus qu'on se trouve dans une république qui est fondée sur l'idée d'égalité. Et, et là, ce qui est dur à comprendre, c'est qu'il y a tellement de fils qui soutiennent, de fils idéologiques, de références culturelles, tu vois. Ça, pour un lecteur de l'époque, ça serait très facile à comprendre, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'éléments qu'il faut connaître. Parce que si on les lit avec les yeux de notre époque, on se demande, mais enfin, bon, on comprend, hein, je pense que les gens sont pas cons. Moi, moi, j'ai eu un problème à comprendre parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a tout cet aspect tragique où là, enfin, pour revenir sur l'idée de mécanique plaquée à du vivant, c'est que là, non, littéralement, on a quelqu'un de mort, mais qui incarne en fait la mécanique raciste, c'est-à-dire c'est l'exemplarité de quelqu'un qui a démontré qu'il était égaux aux autres, voire même plus intelligent, Mhm. et ça reste littéralement en l'air, tu vois, un peu comme un fantôme, quoi, qui hante la ville et qui est là pour rappeler aux Blancs qu'il ne faut pas laisser de liberté aux Noirs, mais en même temps, ça rappelle aux Blancs que leur situation est inacceptable. Enfin, voilà, là, le ton n'est plus du tout à la drôlerie, mais ça incarne la tragédie de la condition d'une société esclavagiste dans plein de dimensions différentes. Mhm. Et je pense qu'il y a aussi une perspective idéologique non assumée dans le texte de Billy Budd. Mhm. Oui, j'ai pensé à ça juste parce que ça ressemble un peu à ce que tu décris. Ouais, cette incongruité entre l'idéologie de ce personnage et le monde qui l'entoure. Mais le personnage de Claggart qui accuse à tort Billy Budd, ses motivations ne sont pas claires, mais le narrateur, il l'attribue à ce qu'il appelle natural depravity, a depravity Ok. according to nature, qui est jamais précisé, mais je pense pour un lecteur contemporain, on a l'impression que ça envoie à des tendances homosexuelles qui sont reprimées. Mais je pense même pour un Et lecteur du 19e, hein, parce que depravity, c'est pas un terme légal pour les relations sexuelles, disons au moins non conventionnelles ou ouais, c'est possible. C'est possible. à Mais voir. j'ai un peu moins l'impression que Melville est quelqu'un qui se bat pour les droits des homosexuels au Non. 19e siècle. C'est je pense que pour lui, c'est un depravity. Et c'est assez marrant parce que je sais pas, j'étais très content de lire cette histoire parce que récemment, on a publié le nouveau sondage de Sight and Sound. Donc, c'est les classements des 100 meilleurs films de tous les temps qui votaient par les réalisateurs les plus célèbres contemporains. Et le septième sur la liste était Beau travail de Claire Denis. Et c'est une adaptation, pour elle, c'est une adaptation de Billy Budd. Ah ouais? Et ouais, qui adopte à peu près ou les lignes générales d'un beau soldat et un commandant, parce que c'est dans La Légion étrangère. la Légion étrangère. Donc, une sorte de conflit entre un soldat beau et charismatique et puis le commandant qui est peut-être attiré par lui, c'est pas clair. Mais en fait, dans la représentation visuelle de ces soldats, qui est souvent pris du point de vue du commandant, c'est très clair qu'il est attiré par les. Donc, il y a presque, pour moi, c'est en regardant ce film que je vois le potentiel comique de cette histoire. Parce que si on savait plus précisément quelle est cette dépravité de Claggart, ça devient satire, ça devient comique, ça devient. Dès que les motivations sont claires, dès que on peut attribuer ces Ouais. actions à un vice, une motivation particulière, ça devient mécanique, ça devient comique. Et là, on a beaucoup plus ça dans le film, mais dans le texte,
ça reste ambigu. Et pour ça aussi, je pense qu'il y a une possibilité que, ouais, Melville, il avait des préjugés contre les homosexuels, je sais pas. Mais il y a Mais non, plusieurs manières, mais en il y a fait, plusieurs manières de lire le texte ouais. qui fait que c'est plus complexe. On ne peut pas réduire le Mais, texte à. mais en fait, je crois que Melville, bon, il était marié à une femme, mais je crois il était soit homo, soit bi. En Hmm, fait, il y a beaucoup d'universitaires qui ont adopté un point de vue dans les queer studies ou quelque chose comme ça, hmm, parce que dans le début de Moby Dick, en fait, où cette question de l'attirance entre hommes, elle est hyper. Dans le début de Moby Dick, Moby Dick. ouais. Non, mais dans le début de Moby Dick, c'est hallucinant parce que t'as le narrateur. Déjà, pourquoi il s'embarque sur le bateau? Ça, tu sais pas, c'est balayé, mais en deux phrases. Il dit, il y a des fois, il y a des fois, on travaille, machin, on a besoin d'aventure. Bah, moi, je suis parti sur le bateau et puis voilà. Et là, la première nuit, il rencontre donc le cannibale et, Ils couchent ensemble. ouais, 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 ils dorment ensemble. Et Oui, ils dorment là, ensemble. ils disent, voilà, on dort ensemble. Et le lendemain, ils se réveillent et ils commencent à parler d'amour, ils sont vraiment comme un petit couple. Mais c'est beau parce qu'en fait, tu sais pas si c'est euh, à apprendre pour argent comptant où ils sont vraiment passés la nuit ensemble, ou en même temps, tu sais pas s'il y a vraiment une espèce d'amitié très proche, tu vois. Et, euh, et je pense que là-dessus, et je pense que ben, pour lui, à l'époque, ça aurait été difficile d'écrire clairement sur l'homosexualité. J'imagine que même lui, personnellement, ou les homos à cette époque-là, il devait considérer ça comme une depravity et il devait même pas se dire que c'était concevable un monde où on pouvait vivre cette sexualité de manière complètement ouverte, tu vois, ou alors peut-être qu'il y avait certainement des gens qui le faisaient, mais ça devait être compliqué à vivre, tu vois. Mais, euh, mais n'empêche que beaucoup de ces histoires, en fait, elles se passent qu'entre hommes, tu vois. Là, Benito Cereno, il n'y a que des hommes, en fait. Ils sont trois, en gros, pendant toute l'histoire. Moby Dick, ils sont, je sais pas combien, mais il y a pas de femmes. Je pense même pas qu'il y a le mention du. Si, il y a le capitaine Ahab. Lui, il laisse femme et enfant et il part à l'aventure après la baleine blanche comme ça, tu vois. Enfin, donc il y a peut-être que, voilà, cette question-là qui a dû l'intéresser, quoi. Le fait Hmm. d'avoir cet homme qui est beau et qui attire le regard d'autres hommes, qui jette le trouble aussi peut-être chez les autres, tu vois, où tu as la beauté qui remet en cause en fait le regard hétérosexuel des Oui. autres hommes. Est-ce que sa beauté, elle est décrite comment? Est-ce que c'est un bel homme dans le sens androgyne du terme ou est-ce que c'est un bel homme dans le sens Non, c'est très très masculin, viril. Ouais, très très viril, ouais. masculin, très viril. Ah, c'est encore plus Euh, intéressant alors. hmm. Parce que du coup, ça veut dire que la virilité, ça a aussi un style, une survirilité qui correspondait tellement au canon de l'hétéronormativité, remettrait en cause cette même normativité en instillant le désir, tu vois, en disant non. Ouais, c'est même, je pense que, bah, comme je disais, il est souvent comparé à des figures mythologiques et Hmm, à plusieurs reprises, on le compare à Adam, le ok. premier homme. Donc, c'est un peu l'archétype de la virilité, le Ouais. premier homme qui a existé. Donc, ouais, tu as raison, c'est assez intéressant. Bah, du coup, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de relire Billy Budd pour le coup. D'accord. Et moi, Benito. Donc, mais je pense qu'on va passer à autre chose pour la prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, je pense qu'on a fait un c'est peu le tour intéressant. de la question là, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as des choses à rajouter? Non, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Ouais, moi aussi, ouais, c'était cool. J'étais content de faire la lecture. Toi, ça t'a plu Ouais, moi de. aussi, ouais.
Oui, j'ai mis plus de temps que prévu à le lire, mais c'est aussi parce que, ouais, comme tu disais, c'est un style ce sont des textes très riches, et donc on a envie de rien manquer, rien rater en lisant. Ouais, c'est clair. Pour la prochaine fois, donc, le bouquin que tu as choisi, ça sera c'est quoi déjà le titre? La voiture embourbée de Marivaux. Yes, j'ai Donc, hâte. un petit roman comique du XVIIIe siècle. J'ai hâte. Donc, J'ai hâte. Ok. OK. Bon, bah, à Merci, plus. Ben. Ouais, Merci à toi. C'était un ouais, plaisir et puis à la prochaine. ça marche. Salut. Au revoir.